Voilà, nous sommes ensemble, amis téléspectateurs, bonjour, Africa d'Action. Voilà, je tenais à rendre hommage aux amis téléspectateurs qui ont visité massivement notre site africadaction.com et bien sûr, avec la lecture de nos vidéos, on a battu les records avec 1 200 000 visites par mois. Donc je tenais à rendre hommage à nos lecteurs. Voilà, nous sommes ici au Club Presse de Paris, France, et à l'hôtel Pullman, où on va parler de problèmes de viol en RDC. Il y a eu une déclaration, aujourd'hui je commencerai par cette déclaration de M. Barack Obama, qui, le président des États-Unis, a tapé le poing sur la table hier en disant, enfin voilà, le gouvernement américain, en tant que nation, nous avons la capacité d'arrêter l'agression sexuelle, de soutenir ceux qui ont survécu et de traduire les auteurs en justice, ces auteurs en justice. Première observation par rapport à ça. Est-ce que vous avez un commentaire? Je passerai après à Maître Reti et vous allez vous présenter entre-temps. D'abord, l'observation par rapport à cela. C'est une bonne chose que les États-Unis d'Amérique, donc la plus grande puissance mondiale, se décident à prendre à bras le corps ces problèmes qui gangrènent la région des Grands Lacs et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Oui. Monsieur Maître Reti, quelle est votre observation par rapport à cela, votre remarque? La transcription de ce qui a été dit. Non, pour moi, c'était une très très bonne nouvelle, parce que vous savez qu'on se bat depuis plusieurs années pour que, il y a la création d'un tribunal pénal international pour la RD du Congo, et puis, vous savez très bien aussi que nous travaillons sur un projet avec les 52 marraines, qui voudraient éventuellement voir que la ligne rouge qui a été franchie par la pratique des viols comme arme de guerre au Congo puisse pratiquement connaître un début des sanctions. Donc, quand vous savez aussi que le 23 décembre, nous avons été reçus par le président. Je vais en parler, on va en parler tout à l'heure. Oui, qui justement nous a fait des promesses qu'il allait passer chez ses voisins du Conseil de sécurité pour voir éventuellement s'il pouvait avoir une majorité. Alors, vous imaginez une nouvelle comme celle-là, pour nous, c'était une très bonne nouvelle que finalement Barack Obama se mette aussi à faire un mémorandum signé comme pratiquement si c'était une déclaration de marraine pour dire stop au viol. Bon, dès le moment que nous avons reçu le message, j'avoue qu'on a fait un mot à la présidence française en disant voilà, regardez un peu ce qui se fait là-bas, je crois que vous avez effectivement un partenaire de choix pour les jours à venir. Merci de cette observation. Je me retourne vers Monsieur Jacques Monsafiri. Vous êtes le patron du consulting international MTSI. MTSI International Consulting est une société de conseil et organisation et systèmes d'information basée à Paris. Un mot par rapport à votre entreprise. Que faites-vous? Vous travaillez avec qui? Oui, donc MTSI International Consulting est une société de conseil donc basée à Paris, effectivement, et qui a pour objectif d'aider les entreprises et institutions à se transformer, aussi bien dans les domaines organisationnel et de management que dans celui des systèmes d'information et de technologie. Vous êtes congolais? Je suis congolais. Très bien. Maître Reti, qu'on ne présente plus, il a fait en fait une entrée médiatique extraordinaire l'année dernière, au mois de décembre, avec cette invitation à l'Élysée avec vos 4 marraines. Dites-moi, en sortant de là, qu'est-ce que vous avez comme espoir en écoutant le président parler de ces problèmes de viol? D'abord, la première impression, c'était de dire, finalement, quand on travaille sérieusement, quand on donne un sens à ce qu'on est en train de faire, et quand on le fait de la manière la plus compréhensible, on finit toujours par être entendu. Et pour nous, nous avons été entendus au plus haut niveau de la hiérarchie française,
Et ce jour-là, c'était au plus haut niveau de la hiérarchie mondiale, parce que c'est le président du Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous recevait, et donc ça ne pouvait que nous encourager. Bon, maintenant, est-ce que nous avons eu le sentiment d'avoir été entendus? Oui, nous avons été entendus par le président de la République, qui a quand même, en nous recevant personnellement, parce que vous savez, dans des circonstances comme ça, ce n'est pas le président de la République lui-même qui vous reçoit, c'est des conseillers, c'est le secrétaire général de l'Élysée. Mais c'était un message très fort pour lui de nous recevoir personnellement. Et puis, ce qu'il nous a dit était tout à fait intéressant. Bien sûr, il avait des inquiétudes que nous avons avec le concours des expertes qui étaient là, bon, que nous avons très vite fait de dissiper. Le président était tout à fait rassuré, je pense. Il était rassuré, mais il avait soulevé un problème important de ne pas fragiliser la CPI par rapport à votre action de la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. Oui, c'est qu'il ne voulait pas, après ce qui s'est passé avec les chefs d'État africains qui menaçaient de quitter en bloc la CPI, il ne voulait pas donner l'impression que, bon, il participait au discrédit de la CPI. Bon, c'était seulement que, bon, je pense que c'était une précaution d'usage, parce que quand même la France et les États européens ont beaucoup fait pour que la CPI existe. Mais nous lui avons démontré de manière très claire que si la CPI a été décriée par les Africains, c'est parce que la CPI a donné l'impression aux Africains qu'il n'y a que les Africains qui étaient poursuivis. Mais si les affaires du Congo devaient être gérées par la CPI, eh ben, cette impression allait plutôt en s'alourdissant, parce que les affaires du Congo mettraient 80 ans à être réglées à la CPI. Déjà, les affaires du Rwanda, qui sont pratiquement le 10e de ce qui s'est passé au Congo, ont mis 20 ans, les affaires de l'ex-Yougoslavie ont mis 20 ans. Si maintenant la CPI, qui n'a pas les mêmes moyens que les tribunaux spécialisés, devait s'occuper des affaires du Congo, ça ferait 80 ans et ce serait une grande frustration. Donc l'effet serait inverse en fait. Mais aussi on lui a démontré que beaucoup d'affaires ne pourraient pas être jugées par la CPI, notamment tout le contenu du rapport mapping. Et aujourd'hui, nous allons d'ailleurs lui remettre encore une fois un élément de preuve, parce que, d'après les bruits qui courent, Madame la procureure Bensouda estime qu'elle n'a pas les moyens de poursuivre toutes les affaires d'Ntaganda. Ça veut dire simplement, elle dit, parce que je n'ai pas de moyens, je vais poursuivre juste Ntaganda pour une période bien limitée. Vous comprenez? Vous ne pensez pas que derrière ça, il y a le lobby rwandais pour enterrer cette affaire? Parce que derrière ça aussi, on pourra se retrouver avec cet effet de domino où M. Paul Kagame sera cité, y compris bien sûr certaines autorités de la RDC. Non, sur la question de l'équité même, sur la question de l'équité, il est impossible ou anormal d'imaginer que l'on tient une personne qui est présumée coupable de certains faits et qu'on dise à certaines victimes, écoutez, pour vous, on ne va pas l'entendre, on ne va pas vous entendre, etc. Mais bon, on va préférer éventuellement nous occuper seulement de l'affaire de telle autre victime. Non. Toutes les victimes du Congo doivent être traitées de la même façon, avec la même considération et avec la même écoute. Avec la même écoute. C'est ça qui nous intéresse. Alors, on va rester... Mais maintenant, quand vous dites, voilà, c'est une question des Rwandais ou quoi, mais je ne pense pas forcément que le régime du Rwanda a une mainmise sur le fonctionnement du bureau du procureur. Moi, ce que j'avais dit déjà au moment de l'arrestation de Ntaganda, au moment où il y a eu la négociation à l'ambassade des États-Unis, moi je m'étais dit, et j'avais dit devant les micros de Africa 24, j'avais dit, pour moi, comme expert, je pense que ce passage à l'ambassade des États-Unis, le fait que la CPI a récupéré Ntaganda entre les mains des Américains, il doit y avoir eu un deal derrière cela. Il est fort possible que ce deal, c'était, et je l'avais d'ailleurs prédit, il est fort possible que ce deal, c'est de dire tout simplement, vous vous limitez dans l'affaire de l'Ituri, l'affaire qui était en cours au tribunal pénal, à la Cour pénale internationale.
Bon, c'est peut-être ça qui est en train de se faire. Mais les Américains sont habitués au deal avec les procureurs. Oui, le deal avec le procureur, mais il y a aussi le problème qui se passe. Je parlais de lobbying tout à l'heure, je me retourne vers M. Muzafiri, qui puisse nous éclairer un tout petit peu. Aujourd'hui, le Rwanda est membre non permanent au Conseil de sécurité. À la fois juge et parti. Alors, on voit par rapport à ces derniers rapports qui viennent d'être sortis, indexant le Rwanda, son soutien indéfectible au M23. Ne pensez-vous pas que le Rwanda est assez nuisible par rapport à tout ce qui se passe par rapport à la RDC sur la guerre, aussi la pression, tout cela? Oui, c'est évident, oui, bien sûr. Et c'est pas pour autant que nous devons baisser les bras. Hein. Nous savons très bien que le Rwanda est derrière toutes les guerres que nous connaissons depuis 1996. C'est pas parce qu'il est aujourd'hui membre non permanent au Conseil de sécurité que nous devons baisser les bras. Oui, oui, et puis la question de savoir comment on fait passer son dossier au Conseil de sécurité dépend finalement de la capacité et de la technicité des États. Lorsqu'on présente son dossier correctement, bon, le Rwanda, ce sera un État parmi les 15. Donc l'essentiel, c'est d'avoir 9 voix sur 15. La preuve que le Rwanda n'est pas forcément surpuissant au niveau du Conseil de sécurité. Le Rwanda a déposé une demande de résolution pour la Cour pénale internationale. C'est la raison pour laquelle j'allais revenir. Cette résolution a été rejetée. J'allais revenir par rapport à cela. Ma question est là. Cette résolution a été rejetée et ils ont été ridicules. Bon, donc il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre. Quand on est dans son bon droit, il faut savoir l'exercer. Alors, le parti travailliste de Tony Blair a sanctionné, veut sanctionner le Rwanda en demandant à son gouvernement d'arrêter les robinets. Quelle est l'impression avez-vous par rapport à cela? Est-ce que c'est une manipulation, gesticulation politique par rapport à l'assassinat, aux assassinats qu'il y a eu là, hein, bien sûr, et aussi également son soutien au M23? Moi, je pense que la roue est en train de tourner. Hein. Ça fait une dizaine d'années que les Congolais se battent. Parfois dans le désordre, parfois de façon plus ciblée. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. Je crois que l'opinion est en train de changer et le rôle nuisible du Rwanda saute aux yeux de tout le monde. Donc, à un moment donné, les Occidentaux, qui sont des gouvernements pragmatiques, sont obligés de suivre leur opinion ou l'opinion internationale. Monsieur Ratti, oui, mais bon, le fait que c'est le parti de Tony Blair, bon, ma foi, ne veut rien dire. Il est conseiller, Tony Blair, à un certain moment, il mène son destin en tant qu'individu. Il est conseiller aussi de Paul Kagame. C'est la raison pour laquelle je parle de ça. Mais il ne maîtrise pas forcément le parti à toute instance, je veux dire. C'est que les choses peuvent changer même au sein de son parti. Et c'est ce que nous conseillons à nos compatriotes, de dire tout simplement, c'est pas parce qu'un tel est dans ce parti-là, c'est pas parce qu'un tel est américain, c'est pas parce qu'un tel est ceci qu'il faut éviter de discuter avec l'appareil. Donc pour nous, même s'il y a un Américain qui commet une bêtise éventuellement dont nous ne sommes pas d'accord, ça ne doit pas nous empêcher de discuter avec les autorités américaines. Si au Conseil de sécurité, il y a un État qui n'a pas forcément le même discours que nous, bon, nous devons discuter avec les autres. Si en Europe, il y a des États qui se comportent éventuellement comme des cow-boys, bon, nous devons discuter avec les autres. Moi, je pense que c'est ça la diplomatie dynamique qu'il va falloir éventuellement qu'à la fois notre gouvernement adopte, mais aussi que nous, de la diaspora, il faut qu'on apprenne effectivement à avoir ces discours et cette façon de faire. Oui, ces discours et façon de faire, bien sûr, on voit le lobbying qui a été utilisé avec, comme vous l'avez expliqué, d'une manière assez disparate, d'une manière assez désordonnée, des fois ciblée, mais la machine avance. La machine avance. Dites-moi, les mémos que vous avez confectionnés, en commençant par la marche mondiale des femmes en 2011, le grévisme de la faim, et jusqu'à aujourd'hui, quelle est la ligne apportez-vous par rapport à ce début-là jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment un espoir de se retrouver avec un tribunal pénal international pour la RDC? Parce que justement, ici, je dois rendre hommage et saisir cette occasion pour rendre hommage à M. Roger Bongos,
qui, pour moi, et je le dis toujours, et je le dis aux autres et aux jeunes, je dis, bon, ce jour-là, tu avais servi de modèle. Tu es parti avec un groupe de gens dont tu ne savais pas comment les nourrir, tu ne savais pas comment leur assurer les soins en cas d'accident en cours de route. Mais bon, le moment venu, tu as dit, j'ai décidé de partir, nous allons partir. Et tu as fait 13 jours en ayant la responsabilité des femmes d'autrui, des enfants d'autrui, des maris d'autrui, etc. Ils sont arrivés à bon port en Belgique. Je me souviens, je dois dire au public que tu avais perdu 5 kilos. Bon. Mais seulement, quand on voit des gens qui posent des actes comme ça, qui se disent, je n'ai rien, mais ça ne doit pas m'empêcher d'agir. Tu agis. Et à ce moment-là, moi, ça m'avait motivé à rédiger ce mémorandum. Et tu te souviens que le mémorandum, on exigeait le tribunal pénal international justement pour punir tous les responsables des violences faites contre les femmes. Bon. Ça a apporté ce que ça a pu apporter. Mais quand on voit la douleur qu'il y avait dans les jambes des femmes, quand on voit la douleur qu'il y avait chez les organisateurs, quand on voit les faux procès qui étaient faits contre les organisateurs, et que de l'autre côté on regarde les résultats, bon, on s'est dit, c'est quand même injuste. Parce que la presse occidentale ne s'en était pas intéressée, sauf à l'arrivée. Et puis par la suite, les gouvernements ne s'en étaient pas intéressés. Sûrement que nous étions reçus au ministère des Affaires étrangères belge, mais ce n'était pas suffisant. On a été reçus au Sénat, ce n'était pas suffisant. Et le roi, une année après, a quand même, dans un message au peuple belge, demandé à ce qu'ils aient une pensée pour les femmes violées du Congo. Bien sûr, on peut dire c'est peu, mais bon, quelque temps après, d'autres jeunes, prenons exemple sur vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une grève de la faim. Ils ont fait une grève de la faim. Là aussi, le mémo, c'était pratiquement le même mémo qu'il fallait éventuellement adapter, mais cette fois-ci adressé au président Hollande. La conséquence, c'était quoi? La conséquence, c'était qu'on les a juste reçus à la réunion internationale des femmes de mars 2013, serrer la main du président de la République, et puis plus rien. Bon, on a continué. Et donc, si par la suite on a fait ce mémorandum, ce manifeste des femmes, qui est un document très bien que j'invite tout le monde à lire, parce que bon, les gens voient seulement manifeste, mais ne prennent pas le temps de le lire. Mais il faut le lire pour savoir ce que disent ces femmes, ce sur quoi se sont engagées ces femmes. Eh bien, à partir du moment où on l'a fait, on est arrivé. Quand vous êtes arrivé en Belgique, tout le monde a crié, nous l'avons fait. Et là, quand nous sommes arrivés à l'Élysée, on a dit, nous l'avons fait. Voilà, donc c'est pratiquement le message, c'est de dire, il faut croire en l'action et il faut surtout pas se décourager lorsqu'on est en face d'un problème. Il faut l'affronter, quel que soit le temps que cela pourrait prendre. Monsieur Moussafiri, vous êtes un homme d'affaires, un chef d'entreprise, vous avez un background, vous avez un passé professionnel assez éloquent. Dites-moi, quand il y aura un tribunal pénal international pour la RDC, là on va désigner des responsables. Je pense que les climats des affaires sont bien en RDC. Oui, bien sûr. Comme on dit, il n'y a jamais de paix sans justice. Il faut que la justice passe pour qu'il y ait la paix. Et pour que les affaires fleurissent, il faut qu'il y ait la paix. Donc l'un va avec l'autre. Donc il faut absolument que les victimes de ces crimes odieux qui se passent, au Congo, trouvent réparation. Donc que la justice passe. Et donc, effectivement, ça permettra à ce que le pays se stabilise, soit en paix et donc que les affaires prospèrent. Alors, ce qu'on a pu voir dernièrement, l'année 2013 a été une année sanglante en RDC. Vers la fin, mois de décembre, on s'est retrouvé avec des assassinats ciblés, et un massacre de la population.
où un prophète a envoyé ses adeptes à l'abattoir, si je peux dire ainsi, M. Kongubila, pardon. Dites-moi, quelle est la lumière portez-vous par rapport à cette affaire, la manipulation qu'il y a eu derrière, où on s'est dit que voilà, on a récupéré de Kuluna dans les prisons multiples à Kinshasa pour le faire assassiner et le faire tuer. Et ces coups d'État manqués, tout cela, ça augure quoi, ces affaires en relation avec la justice, bien entendu, hein, votre regard de moi, juriste. en relation avec la justice, moi je dirais tout simplement, personne n'a le droit de trouver la mort comme ça de manière bête. Hein, et personne n'a le droit d'arracher la vie à l'autre de manière bête. Alors quand vous accumulez 103 morts, sans qu'on vous explique exactement le pourquoi ils ont été tués, sans qu'on vous explique pourquoi ils n'ont pas été arrêtés, ou qu'est-ce qui a empêché qu'on les arrête, ou qu'on fasse tout pour les prendre vivants, ça, moi je dis tout simplement, ça pose un problème, et un très sérieux problème pour un juriste. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de savoir effectivement, moi je ne dispose pas du dossier pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ce serait que de la spéculation, hein, que de dire, bon, Mukungubile, ceci, ces gens-là, c'est des traîtres ou c'est un coup d'État. Non, moi je ne dispose pas d'éléments pour me permettre éventuellement de me prononcer. Mais je dis seulement, 103 morts, c'est beaucoup. Et il faut absolument se poser des questions et établir des responsabilités. Fallait-il que ces gens-là meurent? Et n'y avait-il pas d'autres moyens de pouvoir éventuellement les neutraliser, quitte à les interroger et les déférer devant la justice? Ça, c'est une première question. Maintenant, la deuxième, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut dire de Mukungubile et ce qui s'est passé. Moi, la seule chose que je recommande à mes compatriotes, c'est de ne pas trop rentrer en voie de jugement, parce que nous ne disposons pas d'éléments. Mais quand j'examine les écrits de ce monsieur, depuis 1996, De lettres ouvertes. quand j'examine sa lettre ouverte, quand j'entends ses discours, moi, je me trouve en face d'une personne qui est en train d'exprimer une certaine opposition politique claire, avec pratiquement des thèmes qui sont des thèmes récurrents. En 1996, par exemple, il était parmi ceux qui, les premiers, ont dit que l'AFDEL n'était pas des libérateurs, mais que c'était des agresseurs, que le Zaïre était agressé par le Rwanda. Bon, ça c'est ce qu'il avait dit en 1996. En 2005, bien avant même que les élections ne s'effacent, il était en train de dire que Kabila n'était pas congolais. C'est un discours qu'on a entendu d'autres candidats aux élections présidentielles prononcer, donc il n'est pas le seul. On a entendu aussi les peuples congolais le dire. On a entendu aussi des gens dans le stade le dire. Donc ce n'est pas un discours qui n'est pas connu des Congolais. Par la suite, je l'ai entendu dire qu'il était de la famille propre de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je l'ai entendu dire ça. Et qu'il a dit que Mzee Laurent Désiré Kabila leur aurait effectivement apporté quelqu'un d'extérieur de leur famille. Mais bon, ça c'est des problèmes effectivement que lui et son neveu devraient éventuellement être en mesure de régler. Mais bon, par la suite, j'ai lu sa lettre ouverte. Et dans la lettre ouverte, j'ai trouvé une série de revendications sur comment on appelle, les accords avec les M23, sur les mauvaises décisions qui étaient prises dans la gestion de l'affaire des M23, et sur les risques qu'encourait éventuellement le pays. Bon, moi, quand je lis cette lettre ouverte, sincèrement, je me dis, bon, nous avons en face d'une personne qui est en train de faire ses déclarations politiques. Nous avons en face de quelqu'un qui est pratiquement un opposant avec son thème, avec pratiquement son registre, avec son idéologie. Mais bon, donc dans un pays de droit, on se contredit politiquement par le
verbe, par les discours, et on démontre que c'est un fantaisiste, c'est tout. Mais maintenant, est-ce que c'est lui qui a envoyé ces gens-là à la mort? Et s'il les a envoyés à la mort, est-ce qu'il n'a pas exploité la crédulité de ses membres? Ça, c'est une question. Mais si c'est lui qui l'a fait, bon, je dirais tout simplement peut-être qu'il a été assez imprudent ou trop peu stratège, mais je ne saurais pas dire plus parce que je ne dispose pas d'éléments. Une question. D'aucuns disent que, voilà, bon, en RDC, il y a des cellules dormantes, il y a des zones où le Rwanda a placé en RDC depuis 40 ans aujourd'hui. Ils se réveillent à un moment où ils se disent Congolais, mais en réalité, ils ne sont pas Congolais comme les cas de M. Mukungubila, comme certains disent que c'est un agent de Rwanda. Oui, mais bon, je crois que c'est vraiment c'est des petits arguments, ça, c'est ce qu'on appelle des arguties. Bon, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent éventuellement, mais bon, c'est pas vraiment avec ça qu'on règle ces types de problèmes. Bon, celui qui pense effectivement que un tel est congolais ou n'est pas congolais, bon, il n'a qu'à le démontrer. Mais moi, je ne veux pas m'attarder sur ça. Je m'attarde seulement sur le fait que il y a des problèmes qui sont des problèmes de niveau national. Il y a des problèmes qui sont des problèmes de sécurité publique, de sécurité des personnes. Et j'estime effectivement qu'à partir du moment où il y a eu 103 personnes qui ont été massacrées de la manière que nous savons tous, il faut absolument qu'il y ait une enquête indépendante qui soit ouverte. Une enquête indépendante, on va aller très très vite pour terminer notre entretien. Je poserai la question quand même qui est essentielle aujourd'hui par rapport à la RDC. La RDC a connu des déboires militaires et on s'est retrouvé avec un homme qui s'appelle Mamadou Ndala. Ndala qui a donné l'espoir aux habitants de l'Est de la RDC. En étant conquérant, il a été un brave militaire. De victoire en victoire, il a libéré certaines zones de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, il a été tué. Il y a eu un attentat. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, l'enquête, entre guillemets, suit son cours, mais il a été enterré sans qu'il y ait ce qu'on appelle l'autopsie pour essayer de comprendre l'origine de son assassinat. Je souhaiterais avoir votre avis là-dessus. Sur le déroulement et cet assassinat crapuleux. Bon, qui a laissé la RDC en fait orpheline d'un homme. Donc cet officier était très apprécié par la population congolaise et en général et plus particulièrement celle du Kivu pour ses hauts faits d'armes. Et donc sa mort est une lourde perte pour le Congo et la RDC. Alors, effectivement, ce qu'on a vu, effectivement, il a été assassiné. Est-ce qu'il a été assassiné par ses collègues? Est-ce qu'il a été assassiné commandité par l'étranger? On ne sait pas. Donc, il n'y a que l'enquête qui pourra le déterminer. L'enquête qui est bâclée, bien entendu. Et votre vision par rapport à cela, le regard sur ce qui s'est passé et la précipitation dans le décès d'obsèques, etc. Oui, c'est que même ce cas nécessite une enquête sérieuse, parce qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, il y a quand même des vidéos qui ont circulé, des témoignages contradictoires. Bon, la meilleure façon de régler ce problème, bon, ma foi, il est décédé. Vous savez, si on veut faire l'autopsie à un moment de l'enquête, on peut toujours déterrer. Maintenant, il y a des moyens scientifiques qui permettent éventuellement de déterrer 10 ans après la mort et savoir exactement quelle est la cause de la mort. Bon. Donc là, j'espère qu'on y arrivera un jour. Mais pour qu'on y arrive, il faut éventuellement que l'État se construise. Et pour moi, l'État doit se construire. On ne peut pas concevoir un État lorsqu'éventuellement il n'y a pas d'organisation de la sécurité de biens et de personnes. Lorsque les personnes, le citoyen lambda ne se sent pas en sécurité, on ne peut pas dire qu'on est en face d'un État construit. Et donc nous devons continuer plutôt à rechercher les mieux États pour nous, mais pour l'incident regrettable pour Mamadou Ndala,
il faut absolument aussi continuer à demander à ce qu'une commission d'enquête se fasse. Je dis, il faut qu'on l'exige, parce que la situation sécuritaire au Congo, depuis les accords d'Addis Abeba, n'est plus forcément à l'est du Congo, n'est plus forcément entre les mains du seul gouvernement. Il y a quand même les Nations Unies maintenant qui ont des troupes qui disposent de pouvoirs beaucoup plus exorbitants et qui peuvent, et qui sont en droit aussi d'exiger des enquêtes. Après tout, ces gens-là, c'était leurs partenaires. Ndala, c'était leur partenaire. Oui, partenaire, bien entendu, par rapport aux résolutions 2098, qui a été, bien entendu, votée au Conseil de sécurité. Mais pour terminer, nous arrivons au terme de notre mission. Pour terminer, on reste encore dans un cadre juridique, j'en profite d'ailleurs pour avoir votre expertise. Il y a des élections en 2016. Et il y a tout ce qu'on voit autour de ces élections. Il y a des déclarations. Le président de l'Assemblée nationale, Minakou, dira que voilà, le président Kabila ne va pas se représenter, il ne va pas modifier la Constitution. Que pensez-vous de tout cela? Parce qu'il y a quand même une certaine inquiétude. Avant de répondre, je poserai quand même, je souhaiterais que M. Moussafiri puisse répondre à cela. Qui voyez-vous derrière ça, vous qui êtes un homme de terrain, et aussi un citoyen congolais, qui vit dans la diaspora aussi, qui a des inquiétudes, qui veut que son pays marche, parce que vous êtes un homme d'affaires. Oui, bon, disons que si on veut que le Congo retrouve sa stabilité, je crois qu'il faut respecter les règles du jeu. Donc, il faudra absolument que nos hommes politiques apprennent à respecter les règles qui se sont établies. Les règles. Oui, c'est justement, je crois que c'est vraiment les fins mots. Parce que, encore une fois, nous revenons sur l'État. Moi, ce que je dis, avant de commencer à poser la question de 2016, installer un conseil constitutionnel indépendant. Et puis commencer déjà à régler des problèmes constitutionnels qui se posent à ce pays. Ça va. Nous partons des questions des hautes trahisons qui ne sont jamais réglées pendant des années parce qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel. Nous avons des problèmes de constitutionnalité qui ne sont pas réglés parce que nous n'avons pas de conseil constitutionnel. Nous avons peut-être un certain nombre de parlementaires qui siègent alors qu'ils n'auraient pas dû siéger. Nous avons un nombre de ministres qui siègent alors qu'ils n'auraient pas dû siéger. Nous avons aujourd'hui pratiquement toute une série d'inconstitutionnalités accumulées qu'il faut déjà qu'on évacue. Alors, si on n'a pas la force et le courage d'évacuer toutes ces illégalités ambiantes, il ne faut pas attendre à ce que 2016 soit différente des autres années. Donc, il faut qu'on ait le courage de nous dire, désormais, on installe un état de droit. Et puis, on verra en 2016 si l'état de droit sera suffisamment mûr pour s'imposer. Mais ça ne sert à rien de parler de 2016 lorsque pratiquement le fondement qui est la Constitution n'est pas respecté. La Constitution n'est pas respectée. On va terminer avec un mot au niveau de la Constitution, un article, l'article 64, 63, 64. Précisément 64 qui dit, voilà, on peut prendre des armes pour essayer d'évacuer celui qui est à la tête de la RDC s'il y a trahison avérée. Et il y a trahison. Comment voyez-vous cet article? Non, ne dis pas qu'il faut prendre les armes. Non. Par tous les moyens, pardonnez-moi, par tous les moyens, s'opposer à ceux qui exercent le pouvoir ou qui prennent le pouvoir de manière inconstitutionnelle ou en violant la Constitution. Bon, c'est très bien. Donc, si on rentre dans ce cadre-là, on peut considérer que le pauvre bonhomme qui, lui, s'est présenté à RTNC pour dire « moi, je conteste », on peut dire qu'il était dans son bon droit. Mais ce n'est pas à nous de le dire, ce n'est pas à Mendé de le dire, ce n'est à personne de le dire, c'est au juge. Normalement, c'est au juge qu'il appartenait de le dire, qu'il était dans son bon droit, qu'il exerçait bien son droit qui lui est reconnu par l'article 63. Mais comme il n'y a pas de juge, donc forcément,
l'homme politique est à la fois juge et partie. C'est ça le problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les règles du jeu sont faussées. Les règles du jeu sont faussées. Alors, on va terminer avec cette note. On va terminer, comme je disais bien. Maître Eretti, vous avez été éloquent en compagnie de M. Moussakri. Donc, à la fois, nous avons un juriste et un homme d'affaires. Et ça fait la RDC en réalité, parce que le Congo doit fonctionner avec les droits et avec les affaires aussi. Sans le droit, les affaires ne peuvent pas marcher en RDC. Un mot. Moi, je dirais plutôt l'inverse. On ne peut pas qualifier Jacques d'homme d'affaires. Jacques, c'est un ingénieur, c'est un technicien. Ça peut être un homme d'affaires, un ingénieur, un oui, technicien, avec un background. Mais bon, parce que souvent, quand on parle d'homme d'affaires, on voit le commerçant qui fait les opérations financières, même si elles sont douteuses. Non, je pense effectivement que ce qui est bien ici, je crois, le message, c'est de dire à tous nos jeunes qui ont effectivement leur savoir-faire, qui ont acquis le savoir-faire ici, qui savent exactement que le Congo leur appartient, de se dire, écoutez, je peux me préparer ici en me disant tout simplement que je pourrais éventuellement être celui qui apporte le développement direct au Congo. Et ça, moi, je trouve effectivement que c'est la meilleure façon de présenter l'initiative de Jacques. Mais il y a aussi d'autres qui ont choisi les voies des ONG, qui quittent ici avec des ONG pour essayer d'apporter le développement à leur façon. Il y en a qui ont choisi la politique, et ils sont très nombreux, qui ont pensé qu'ils peuvent éventuellement changer le Congo en devenant ministre, en devenant président de la République. Mais bon, le Congo, on peut le changer pratiquement dans tous les secteurs, pourvu que chacun, de la place qui est la sienne, voit ce qu'il peut apporter au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au Congo aujourd'hui? Et vous apportez déjà beaucoup de choses. Déjà, vous l'avez expliqué lors d'une entretien qu'on a eue ensemble, pour dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer le jour meilleur. Parce qu'il y a une souffrance terrible, il y a deux classes, la société, une petite oligarchie, et la classe qui souffre. Oui. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on se mette au travail et que l'on bannit de notre vocabulaire le terme chance et le repas. C'est le travail qui fera de nous ce qu'on deviendra demain. Voilà. Chaque chance et le repas, donc, en jetant la pierre sur Kabila en disant qu'il est réuni au pouvoir avec cette chance et le repas, je pense que c'est ça, non? Je parlais du slogan. Oui, mais je comprends. Mais moi, je rajoute. Ah oui, on peut le prendre comme on veut. On peut le prendre comme on veut. Et dites-moi, alors, un dernier mot de la fin pour donner l'espoir. Parce que votre discours donne l'espoir. Ça donne l'espoir. Dans ces discours, il y a un passé. Un passé aussi d'homme politique, aussi d'un homme de droit. Le droit, c'est que soutient aujourd'hui dans cette société française. Quand il y a un problème, on va vers le droit pour demander secours. Il y a les recours, c'est le droit. La RDC. Oui. Comment voyez-vous la RDC pour terminer, ou terminer avec cela? Parce que moi je voudrais seulement dire ceci. Nous avons perdu 6 millions de vies reconnus officiellement. Par le rapport mapping et le deuxième rapport. Il serait anormal qu'on continue à vivre comme si les choses se déroulaient tout à fait normalement. Nous avons pratiquement beaucoup de femmes qui ont été violées, 500 000 d'après le rapport des Nations Unies. Nous savons que malheureusement ça continue. Et vous savez, à chaque fois qu'une femme est touchée, c'est pratiquement les hommes qui sont touchés aussi dans leur dignité. C'est des familles entières, c'est des sociétés entières. On ne peut pas dire que nous sommes dans une situation normale. Et moi, je comprends la colère de nos jeunes. Je comprends l'exacerbation de notre population. Mais je ne comprends pas le fait que nos autorités politiques se complaisent encore une fois à de la simple propagande, alors que leur vrai rôle, c'est de sécuriser les biens des personnes. C'est de soutenir l'effort de souveraineté nationale, mais aussi de préserver l'intégrité du territoire. Bon, nous sommes dans une situation où, malheureusement, on ne peut pas rester politiquement amorphe.
nous devons absolument rester très éveillés politiquement. Nous devons essayer de voir comment agir sans trop blesser notre pays, parce que c'est ça le problème. Notre pays est déjà assez blessé, il ne faut pas accroître les blessures. Donc il faut agir avec efficacité, mais en essayant de sortir notre pays de ce bourbier. Maintenant, s'il y a quelque chose à dire, c'est de dire tout simplement, il n'y a pas d'État sans l'État de droit. On ne construira pas cet État. Donc il faut absolument que nos juges, qui sont le premier que moi j'indexe du doigt, parce que la plupart d'entre eux, c'est des collègues de fac. Moi je dis, c'est pas ce qu'on nous a appris. La pratique judiciaire au Congo, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. C'est de la mafia. Et il faut qu'ils le sachent, je le regarde dans les yeux. C'est pas normal ce qui se passe. Il faut que le droit, les tissus législatifs s'appuient sur des juges intègres. Et il faut que le Conseil constitutionnel soit installé. Et il faut, une fois que ces deux-là, ces piliers-là est installé, nous sommes au moins sûrs que nous y arriverons. Quant à mon combat à moi, c'est de dire que autant des victimes crient aujourd'hui pour qu'on leur donne un tribunal, pour qu'on leur rende justice. Je me battrai jusqu'au bout pour que ce tribunal soit instauré et que l'honneur de ces fils et filles du pays qui sont tombés puisse être comme ça, questionné devant le bourreau et que le bourreau nous donne une explication plausible. Les Nations Unies ont été fondées autour d'une idée force. Ce qui s'est passé pendant la Shoah, ce qui s'est passé pendant la guerre mondiale ne devrait plus jamais se faire. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire chez nous. C'est à nous de faire entendre notre voix. Merci, merci infiniment. Nous avons été, si on veut, édifiés par rapport à ces discours qui met un terme, bien entendu, notre émission. Nous vous souhaitons à tous bonsoir chez vous et à très bientôt. Merci. Merci.